Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale élection sénatoriale. On le croyait sorti du jeu politique après sa lourde défaite aux dernières élections régionales. Mais l'homme a des ressources et peut déployer charme et pression amicale. Résultat des courses, la liste que conduisait Victorin Lurel a raflé 2 sièges au Sénat. Un pour lui-même et l'autre pour Victoire Jasmin, remettant un peu le Parti socialiste dans la lumière, un peu à l'instar de ce qui s'est passé en France hexagonale. L'autre siège restant est allé à Dominique Théophile. Voici la proclamation des résultats des élections sénatoriales. Nombre d'électeurs composant le collège électoral 820, nombre de votants 797, nombre de suffrages exprimés 776, sont proclamés élus. Monsieur Victorin Lurel, présenté par la liste de la Guadeloupe au cœur de notre action. Monsieur Dominique Théophile, présenté par la liste la Guadeloupe responsable et solidaire. Et Madame Victoire Jasmin, présentée par la liste la Guadeloupe au cœur de notre action. Voilà pour l'écrit de la victoire dans le camp de Victorin Lurel. L'élection avait commencé ce matin à 8h et il y avait une bonne ambiance, une ambiance bon enfant, on dira, dans les cours de la préfecture. Ils étaient plus de 800 à effectuer leur devoir de grands électeurs aujourd'hui pour élire les 3 sénateurs de Guadeloupe. 10 listes s'affrontaient, 8 de gauche et 2 listes pour la droite. Un nombre qui reflète l'enjeu pour un candidat de participer au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement, d'où la pression que certains tentent d'exercer. Quand on est responsable, quelle que soit la pression, on l'accepte. Mais vous savez, nous sommes des hommes responsables et libres. Le vote, c'est une conviction intime. C'est la volonté intime qui fait que nous allons voter, que nous allons prendre nos responsabilités. Donc, ne subissons pas la pression. Je n'aime pas la pression. Parce que, vous savez, c'est une élection majeure et dans ce cadre-là, les maires jouent les coudes, ainsi que certains candidats. Quand on est des grands électeurs et qu'on connaît les 32 maires des communes, les 10 représentants de chaque liste, on est un peu embarrassé. Donc là, la pression qui est sur nous, c'est je dois faire quel choix? Le choix de celui qui sera représenté la Guadeloupe dignement, ou le choix de celui qui est mon copain, ou le choix de celui que je fais confiance. Donc la pression est là, c'est une question de qui est-ce que j'envoie pour devenir le nouveau sénateur, les nouveaux sénateurs de la Guadeloupe. Étant donné que je ris avec tout le monde, je parle avec tout le monde, je mets la joie. Alors évidemment, je ne sens pas la pression, mais je sais que généralement, il y a toujours un peu de pression. Et c'est habituel ici, sauf qu'il y a moins d'enveloppe. Les opérations de vote ont débuté dès 9h et durant une grande partie de la journée, la salle Schellcher et les alentours grouillaient d'hommes et de femmes convaincus. Des petits groupes de sympathisants autour des états-majors émettaient sans embâche quelques pronostics à partir d'équations à une ou plusieurs inconnus. Mais le message essentiel... On vient d'avoir un coup de massue après Maria, donc cela veut dire que les sénateurs devront prendre ce problème-là à bras le corps, surtout ceux qui seront élus pour le Sud-Bastère. Quand on nous met un décret comme cela et on dit que le vent n'est pas pris en compte, peut-être que je n'ai pas compris, mais quelque part, c'est l'affolement pour les agriculteurs, c'est l'affolement pour ceux qui ont perdu leur droit avec les assurances, comment ils feront pour être indemnisés pour repartir, et aussi pour les collectivités qui ont eu des problèmes sur toutes les infrastructures. Et les ouvrages même des routes nationales, se sont fragilisés. Comment va-t-on faire? Ce soir, les noms des 3 sénateurs sont connus, mais les résultats seront entérinés par le ministère de l'Intérieur lundi matin. Voilà donc pour l'ambiance qui régnait à la préfecture ce matin, lieu de l'élection. Alors pour commenter ces résultats avec moi, Julien Merillon, politologue, Mehdi Keïta qui était candidat aussi, et Magui Cellini qui était également candidat avec moins de succès, on va dire ce soir. Alors Julien Merillon, quelles leçons politiques peut-on d'ores et déjà tirer de ces résultats? Alors, je crois qu'il y a une première leçon politique, c'est que la victoire sans contestation possible de Victorin Lurel, avec 38,79% des suffrages exprimés. Il est largement devant. Je rappelle que la liste de Dominique Théophile n'obtient que 28,74% des suffrages, les autres listes étant très en deçà. Donc il y a incontestablement, il y avait
une dichotomie avec ces deux listes-là, et Lurel qui l'emporte. Alors, ça nous rappelle un peu les élections de septembre 2004. Je rappelle qu'en 2004, Victorien Lurel avait gagné les élections régionales, et en septembre, Lucette Michaud-Chevry l'emportait aux élections sénatoriales. Donc, comment on explique ça? Très bien, c'est très facile. En fait, si vous voulez, les élections qui sont déterminantes, ce sont les élections municipales. Et qui était au pouvoir au moment des élections municipales? C'était bien Victorien Lurel. C'est ce qui s'est passé en France aussi hexagonale. C'est ce qui s'est passé en 2004, c'est-à-dire Chevry, étant au pouvoir, avait donc assis son autorité sur ces élections municipales à l'époque. Donc les grands électeurs municipaux étaient d'une manière générale fortement orientés vers ces candidatures-là. Donc cela l'explique. Ça, c'est la première explication. Oui, je ne veux pas vous embêter. On peut dire que là, Harry Chalus a gagné les élections régionales et ça ne se retrouve pas dans les urnes. Ça ne se retrouve pas dans les urnes en partie, parce que bon, je le rappelle, moi je vous rappelle qu'il n'y a que 41 conseillers régionaux. Donc, et il n'a pas les 41 sièges. Autrement dit, l'élection régionale en elle-même, pour importante qu'elle est, elle n'est pas l'élément déterminant dans cette élection sénatoriale. Ce sont les municipalités, ce sont les électeurs municipaux qui sont déterminants, puisqu'ils représentent 3/4 des électeurs de ce suffrage. Mehdi Keïta. Moi, en tant que candidat, bien sûr, déçu du résultat, parce que ce que nous avons voulu faire, c'était véritablement de parler des problèmes des collectivités, de leur budget, parler de dotation globale de fonctionnement. C'est des choses importantes, et nous avons vraiment essayé de sensibiliser sur ces sujets-là, parce qu'on voit bien que tous les 2-3 jours, les collectivités sont soit reprises leur budget est repris par la Chambre régionale des comptes. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus la libre administration de leur commune. Ça veut dire que c'est le préfet qui gère leur budget, donc il n'y a plus de politique municipale qui se fait. Voilà, donc on est un peu déçus, parce qu'on se demande, est-ce que les jeux politiques ont été plus forts que la réalité de difficultés des communes? C'est dommage. Maggie, Céline. Moi, je ne puis que saluer la victoire de l'équipe Victorien Lurel. C'est une très belle victoire. Dominique Théophile, je salue aussi, je félicite. Je suis heureuse, la démocratie a parlé. Je suis très heureuse qu'il y ait pu avoir une femme, mais dommage, j'aurais souhaité qu'effectivement, que les femmes qui soi-disant pensent qu'effectivement, que systématiquement elles se font imposer la loi par l'homme, aujourd'hui a laissé aussi que l'homme décide qu'il fait d'une femme une sénatrice. Donc elles n'ont pas compris le message, et il ne faut pas se plaindre, et il ne faut pas considérer que effectivement... Quel homme a décidé Ah si, parce que Jasmin, je suis très heureuse qu'il y ait une femme, mais c'est grâce au fait que la liste est conduite par Victorien Lurel. Mais c'est à cause de la mixité. Voilà, non, mais c'est ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes ne sont pas en mesure de porter leur voix sur une liste menée par une femme. C'est ça qu'il faut retenir. Ah d'accord. C'est votre avis, Julien Mérillon? Bon, à part que dans ces élections-là, en général, me semble-t-il, les questions qui tournent autour de l'éthique politique sont très secondaires. Ce n'est pas autour de ces grandes questions-là que les choses se font. Dans ce type d'élection, j'écoutais dans le reportage, là, on parlait de pression, tout le monde évoquait plus ou moins les pressions. C'est une élection un peu spéciale, il faut le reconnaître. On a affaire à une élection qui est un peu particulière des grands électeurs, même s'ils sont issus de la population. Il n'en reste pas moins que ce sont des élus qui sont déjà plus ou moins dans l'antichambre du pouvoir et qui, par conséquent, se déterminent en fonction d'un certain nombre de considérations qui ne sont peut-être pas les considérations du peuple. Et je crois qu'il faut bien être conscient que là, si vous voulez, les considérations qui ont permis cette élection-là ne sont pas nécessairement les problématiques. Quelles sont ces considérations pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, parce qu'on dit qu'il y a des manœuvres, etc. Quelles sont ces considérations qui sont prises en compte? La première, c'est la notoriété. Je crois que dans une élection de ce type, quand on a affaire à des personnes qui se présentent devant des élus,
la notoriété a un élément extrêmement important. Une notoriété qui tient dans le fait que nous avons affaire à des candidats qui, aujourd'hui, les deux qui arrivent en tête, les deux listes, ce sont des listes qui sont portées par des gens qui sont depuis quelque temps quand même dans les arcanes du pouvoir. Ça, c'est la notoriété. Le deuxième élément qui me paraît important dans une élection comme celle-ci, comme type de considération, bien évidemment, c'est la capacité que ces candidats ont à faire du lobbying dans les conseils municipaux. Et lorsqu'on a été président de région, lorsqu'on est, si vous voulez, on a été vice-président du département, etc., on a cette capacité de faire du lobbying que les autres candidats n'ont pas. Moi, je crois que ce sont ces deux éléments qui sont des éléments déterminants pour bien comprendre comment se détermine l'électorat municipal. Et je le répète, 3/4 des électeurs, ce sont des électeurs municipaux. Si vous n'avez pas été appelé à voter aujourd'hui, c'est que vos grands électeurs, ceux qui vous représentent, ont voté pour vous. Les grands électeurs représentent en quelque sorte le territoire dans le pouvoir législatif. Explication sous le mode de scrutin de ces sénatoriales. En Guadeloupe, l'élection des sénateurs se fait à la représentation proportionnelle. 10 listes composées de 5 candidats s'affrontent avec une parité alternant hommes-femmes. 819 grands électeurs ont donc glissé aujourd'hui leur bulletin dans l'urne. Les 3 sortants, Jacques Gillot, GUSR, Jacques Cornano d'Hiver Gauche et Félix Desplan de la Fédération du Parti Socialiste, ne se représentaient pas. Alors, comment expliquer, Julien Mérillon, qu'aucun des sénateurs sortants ne se représentait? Ça a été le cas pour les législatives. Ça a été le cas pour les législatives, c'est le cas encore pour les sénatoriales. Ils sentent le vent du changement, c'est ça? En tous les cas, ils sentent le vent contraire. Je ne sais pas s'ils sentent le vent du changement, mais ils sentent les vents contraires. Ça, ils ont bien senti que les vents étaient contraires à la circonstance et qu'il n'y avait pas lieu ils avaient très peu de chances de passer ici. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, vous savez, l'élection sénatoriale en elle-même est une élection assez complexe. Moi, j'ai en mémoire, si vous voulez, cette élection qui a lieu en septembre 1967. 1967, c'est juste après les événements de 1967. Et alors qu'on attendait une victoire des socialistes, et qu'est-ce qui arrive en tête? Amédée Vallaud et Marcel Gargard. Autrement dit, le Parti communiste et la droite font alliance pour éliminer les socialistes. Donc, vous voyez ce qui était critiqué, ce qu'on disait de l'autre côté au moment de 67. C'est pour vous dire combien, si vous voulez, cette élection-là, en elle-même, elle comporte un certain nombre, j'allais dire des bizarreries, mais est-ce qu'il y a des bizarreries en politique? La politique elle-même est bizarre. Justement, Mehdi Keïta. Enfin, moi, je sais que pendant la campagne, on a fait 24 communes. On a été reçus par les conseillers municipaux, des maires qui nous ont très bien reçus, souvent d'ailleurs au complet. Et ce qui était étonnant, c'est que le discours tenu était de dire il faut qu'on provoque un renouvellement parce que la classe politique semble essoufflée aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que les gens venaient nous dire sans que nous-mêmes nous disions. Et on est quand même étonné, en tout cas personnellement, moi je suis étonné de voir qu'on recycle globalement les personnes. Tant mieux pour eux, et c'est bien, et qu'ils continuent. Le problème, c'est que j'ai le sentiment que les problématiques qui touchent les collectivités ne sont pas abordées et ne seront pas abordées, comme si un peu tout le monde faisait un peu l'autruche pour oublier les problèmes qu'il y avait. Et je pense que tout à l'heure, on parlera du fameux décret qui est sorti. Oui, on va en parler. Mais justement, vous avez le sentiment d'avoir convaincu et que cela ne se retrouve pas dans les urnes? Ah oui, complètement. Moi, en tout cas, le sentiment que j'en ai eu, et la dernière commune que j'ai fait aux Abîmes, où vous avez des gens qui viennent vous féliciter, vous dire c'est bien, vous parlez des vrais problèmes, de la vraie problématique. Et derrière ça, vous dites, mais c'est bizarre, parce que derrière, ça ne se traduit pas en vote. Donc, les gens voient la problématique que vous donnez, ils voient les problèmes, mais on se dit, on n'a pas envie globalement de faire avec vous. On fait avec des personnes qu'on connaît le mieux. C'est vraiment l'impression que c'est l'autruche qui met la tête dans le sable pour ne pas voir la réalité des problèmes. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai après cette élection-là. Maggie? C'est un sentiment qu'on éprouve toutes, parce qu'effectivement, quand on fait notre présentation devant cette assemblée, on a vraiment la sensation qu'il y a une compréhension des enjeux, puisqu'on cible, puisqu'on ne peut pas aborder tous les sujets, on cible bien les projets, mais surtout, on attire l'attention sur ce qui va venir.
Donc par conséquent, qu'il y a une préparation à faire, qu'il y a des enjeux et qu'il faille aujourd'hui se questionner sur ces enjeux-là. Et lorsqu'on fait la présentation, on a effectivement l'impression que, parce que moi j'ai eu le privilège d'assister à tous les entretiens. Donc par conséquent, j'ai bien vu le jeu de chacun. Et par conséquent, j'ai bien vu qu'effectivement, quelquefois, on a vraiment eu des cours, je dirais, pratiquement magistrales du droit européen, du droit, je dirais, au ministère, comment ça se passe, etc. Mais quelquefois, on n'avait pas la sensation que les sujets de fond étaient traités. Or, nous, on a eu l'impression des fois de bien attirer l'attention, d'être compris, mais ça ne s'est pas effectivement retrouvé dans le livre. Et je disais ça tout à l'heure, et j'insiste, ça peut paraître peut-être effectivement un peu lourd, mais cette attente que moi j'ai ressentie, puisque je suis la seule, nous étions deux femmes, mais je suis la seule sur le plateau, c'est ce que j'allais dire. Donc nous étions deux femmes, et on sentait qu'il y avait une véritable attente de ces femmes qui disaient qu'effectivement, à chaque fois, on ne nous donne pas l'autorisation de faire nous-mêmes. Mais ça ne se retrouve pas non plus. Et on peut se poser beaucoup de questions, puisqu'il y avait quand même 400 femmes qui devaient voter. Il n'y a quand même pas un vote en fonction du sexe, on va dire, c'est pas en fonction des arguments politiques. Ce dont je suis heureuse, et je souligne ici, c'est que je suis heureuse, nous avons 2 sénateurs et une sénatrice. Franchement, j'avoue que notre inquiétude, et j'avais l'impression que quand je rencontrais ces conseillers, il y avait cette inquiétude, on ne va pas encore avoir 3 sénateurs. Donc il y avait cette inquiétude, mais comment expliquer que justement cette inquiétude ne se soit pas exprimée ici, là? Ma foi, pour ma part, moi je n'ai pas d'amertume, croyez-moi bien. Enfin, ces 400 femmes étaient réparties, enfin, les femmes étaient réparties sur des listes. 400 femmes, où sont ces 400 femmes qui attendaient que justement, elles ont voté que pour quelqu'un ait le pouvoir. Ben justement. Elles ont voté pour Victor Hulot et les sénateurs, et tant mieux, et à ce moment-là, je dis, très bien, bravo. Ah ouais. Effectivement, je suis très heureuse qu'effectivement, Jasmin soit élu et que nous serons bien représentés. On va dire que Julien Mérion, la démocratie représentative a ses mystères. Elle a ses mystères, mais moi je crois qu'on part de là, les présentations rationnelles, et je crois qu'il y a une part d'irrationnel dans tout cela. Il y a une part d'irrationnel. Bon, devant des élus, lorsque vous présentez les choses, bon, je pense que de façon très, très sincère et très honnête, ils les saisissent, ils les comprennent, mais ils comprennent aussi où sont les intérêts du maire, ils comprennent aussi où sont les intérêts de ceux qui Donc gouvernent. vous êtes d'accord qu'il y a des pressions? Ben oui, c'est ça la réalité. Vous savez, moi j'ai pris le parti, ce que vous avez décrit tout à l'heure, de dire les intérêts, la politique. Ça, c'est vrai que c'est la politique. Le problème, c'est qu'on est dans une réalité aujourd'hui, une réalité politique, où on a un président de la République et un gouvernement qui, on voit bien, a axé sur de l'expertise, met en place des réformes et aujourd'hui ne supporte plus tous les élus qui viennent en négociation permanente, mais sans réel projet derrière. Ils demandent les projets. Et d'ailleurs, la preuve en est, dans la future commission qu'il essaie de mettre en place pour les Outre-mer, on voit bien qu'ils demandent d'emblée, donnez-moi des projets, dites-moi ce que vous voulez faire. Et là, on a le sentiment qu'on a fait de la politique politicienne pour gérer des futures municipales, des futures régionales de 2021, mais on n'a en aucun cas, on a voulu élaguer tous les problèmes réels des collectivités. Personne n'en a parlé, personne ne veut l'aborder, comme si on se disait, mais de toute façon, on klaxonne, on va dans le mur, mais ça fait rien, on va dans le mur, continuons. C'est tellement vrai ce qu'il dit, c'est tellement vrai, ça se ressent même lorsqu'il faut négocier au niveau de Bruxelles. C'est tellement vrai, parce qu'effectivement, quelquefois, on dit, mais nous attendons les dossiers, et ils n'ont pas les dossiers nécessaires pour affecter les lignes budgétaires. Moi, je tiens à rappeler quand même une phrase que le président de la République, enfin l'ancien président de la République, François Hollande, a dite au palais du Gosier, quand on lui parlait du problème de l'eau. Il a dit, réglez d'abord entre vous les problèmes et après on viendra le faire. Problème de gouvernance. Le problème de gouvernance. Je pense que les gens ne se sont pas rendus compte de la portée des propos qui étaient tenus. Mais c'était quand même terrible. C'est-à-dire qu'un président de la République... L'État d'ailleurs a conditionné sa participation au règlement de cette question. Et il le fait pour l'hôpital aussi. Alors, moi, je crois qu'il y a un problème qui est posé au travers de votre discours, qui est celui, à mon avis, éminemment important, de la responsabilité politique aujourd'hui. Par-delà les questions de projet, etc., avons-nous le sentiment qu'il y a une prise de responsabilité effective de ce pays par ceux qui sont en charge de sa gouvernance?
Voilà la question tout simple que je pose. C'est-à-dire, est-ce que, nous, quelle vision? Moi, je pose la question aujourd'hui. Quelle vision en a-t-on à la région? Quelle vision en a-t-on au département? Quelle vision en a-t-on dans les communes? Mais si on n'a pas cela, comment voulez-vous que les élus puissent se déterminer en fonction de telle ou telle vision? Ils se détermineront en fonction, je dis, de la notoriété, se détermineront en fonction des capacités. C'est un peu le rôle des partis voilà. Qui ne jouent plus ce rôle aujourd'hui. Ben, oui, pour ceux qui le sont, oui, bien évidemment. Mais je dis, on est dans cette panne. On est dans cette panne fondamentale qui est une panne de vision. Ça ne pense et pas une assez. panne de responsabilité. Et moi, que je dis, la question importante aujourd'hui en Guadeloupe, c'est vraiment la question de la prise de conscience qu'il faut qu'un jour, que nous soyons responsables de ce territoire. Mais qu'est-ce qui empêche cette prise de conscience alors qu'il y a des pans entiers de la responsabilité qui a déjà été déléguée, on peut dire, mais voyons ce qui se fait avec ce qui est. La politique politicienne. La politique politicienne. On oublie, moi, je ne sais pas pour parler de trucs, mais vous savez, j'ai abordé un sujet qui était de transférer l'octroi de mer en TVA régionale. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est un vrai souci parce que ça pèse sur les entreprises. Personne ne l'a repris, personne ne l'a discuté. Tout le monde a fait comme si ça n'existait pas. Pourtant, c'est une vraie réalité. Toutes les entreprises qui ont du stock chez elles savent bien qu'elles mobilisent une grosse somme d'argent, mais personne ne veut en parler. C'est-à-dire qu'on fait comme si les problèmes, on ne veut pas les aborder. On fait de la politique politicienne, on fait des calculs politiciens, mais on ne veut pas les aborder. Et les personnes même qui les abordent, on les prend un peu comme des... On dit oui, tu fais ça, mais ce n'est pas l'objet. Tu t'es trompé dans les... Comment vont-ils se comporter? Allez-y, le véritable problème, c'est qu'en réalité, dans le fonctionnement politique de la Guadeloupe, on est toujours dans la préparation d'une élection. Ben oui, là, il y a on 2020. est toujours dans la préparation d'une prochaine élection. En d'autres termes, si vous voulez, là, on est déjà dans la préparation des municipales. Alors, bien évidemment... 3 ans quand même, on a le temps quand même. On a le temps, 3 ans. Je veux bien, non, moi je suis... Voilà, c'est pas les moi. sujets de fond... Madame Céline, c'est pas à moi qu'il faut convaincre cela. Alors, Victorin Lurel, Victoire Gesmin et Dominique Théophile vont fréquenter la Haute Assemblée pour un travail législatif qui s'inscrit assez souvent en complément du travail de l'Assemblée nationale. Des précisions de Nathalie Dinal. Depuis 2011, le Sénat est composé de 348 sénateurs, 96 femmes et 252 hommes. Le Sénat se renouvelle par moitié tous les 3 ans, depuis que la durée du mandat de sénateur est passée de 9 à 6 ans. Le renouvellement se fait en 2 temps. Une première série concerne 170 sièges et 3 ans plus tard, les 178 autres sièges. Les sénatrices et sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral de grands électeurs. Députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux et délégués des conseils municipaux. Alors, nos 3 sénateurs, 2 sénateurs et une sénatrice, vont avoir un gros travail déjà. Il y a un décret qui est sorti après le passage de Maria sur la Guadeloupe. Et bizarrement, tout le monde a découvert que les dégâts dus au vent cyclonique ne seront remboursés qu'au Saintes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Mehdi Keïta? Ben, vous voyez, une fois de plus encore, moi j'ai vu l'ensemble... Est-ce que les sénateurs peuvent peser pour corriger un tel tir? Déjà, quand on connaît le rôle du Sénat, je pense qu'ils ne feront pas grand-chose pour cela, sincèrement. Donc je vois mal comment ils vont pouvoir agir, mis à part aller négocier avec un ministre. C'est plutôt l'Assemblée nationale et plutôt les députés qui pourront le faire. Bon, de la connaissance que j'ai juridique, mais il y a un professeur à côté de moi qui pourra le confirmer ou l'infirmer. Mais après, moi, je suis quand même assez surpris de voir qu'un ensemble d'élus qui ont fait campagne en expliquant qu'ils avaient tous les couloirs de l'Assemblée, tous les couloirs des ministères, qu'ils avaient les portables du président de la République, de tout le monde, découvrent un dimanche matin qu'un décret est sorti. Enfin, il y a un moment donné, je m'interroge. Réellement, je ne vais pas être méchant avec les gens, mais réellement, je m'interroge, quoi. Sur où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on en est. Alors, quoi. pour que les gens nous comprennent bien, c'est-à-dire les gens qui ont eu des dégâts dus au vent sur Basse-Terre, Vieux-Fort, Bouillante, Vieux-Habitants, toutes ces communes-là ne seront pas remboursés. Ils ne sont pas éligibles au décret de catastrophe naturelle. Je vous rappelle qu'en 2009, il a fallu se battre pour l'extension de catastrophe naturelle. Je tiens quand même à préciser que ça n'existe pas ici. Alors là, on a encore un autre... Comment on peut interpréter ça? Juste quand même pour préciser quand même qu'il y a quand même eu une réunion avec la ministre et le préfet, je tiens à le rappeler, vendredi. Donc vendredi à 15h. Donc et on sort un décret le vendredi. Et tout le monde semble surpris. Non mais il y a un moment donné, je pense qu'en Guadeloupe, il faut vraiment qu'on se pose et qu'on s'assoie et qu'on...
C'est terrible. Julien il y a Merriot. des questions. On reviendra peut-être sur la première, Oui, à savoir ce que peuvent faire les sénateurs, donc nous y reviendrons. Mais sur cette question précise, moi je dis, on a là affaire à ce que moi je déplore depuis des années, c'est aujourd'hui comment faire en sorte pour domicilier la décision politique le plus possible dans les territoires. Comment voulez-vous? Peut-être que c'est de bonne foi que le ministre aura décidé que lui ne sait pas ce que c'est que le vent, un cyclone, etc. Comment voulez-vous que des questions comme celle-ci soient traitées sans ne serait-ce que la vie, je dis ne serait-ce que la vie des élus locaux? Moi, ça me paraît impensable. Il n'y a qu'en France que ça puisse se faire, c'est comme ça. C'est une vraie Il n'y a question. qu'en France que ça puisse se passer comme ça. Dans aucun pays au monde, cela ne se fera. Il n'y a qu'en France que le pouvoir exécutif peut se permettre de décider qu'il va prendre tel ou tel truc et sans qu'il n'y ait pas un avis des pouvoirs locaux et des pouvoirs territoriaux. Alors, peut-on penser La que deuxième c'est chose un problème de importante, lobbying demandez qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Je rappelle qu'il s'agit d'un décret. Autrement dit, il s'agit d'un acte réglementaire qui est pris par le gouvernement et sur lequel, bien évidemment, les parlementaires n'ont aucune prise. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas quelque chose qui est appelé devant le Parlement. Ce qui veut dire concrètement que là, ou bien nous avons la possibilité par le biais du Conseil d'État d'agir pour faire en sorte que on puisse aujourd'hui, si vous voulez, corriger ce décret, cette possibilité-là. Mais là encore, faut-il que les élus, et pas seulement les députés et les sénateurs, je dis bien pas seulement les députés et les sénateurs, mais aussi les élus locaux aient cette capacité de se mobiliser pour imposer au gouvernement de rectifier ce qui est de toute évidence, à mon avis, une bévue. Alors, le préfet. Allez-y, nous l'avons fait. Nous l'avons fait vers midi, 13h, nous avons interrompu les votes et effectivement, de commun accord, l'ensemble des candidats, ainsi que les deux anciens ministres, les présidents de région, le président du département, nous avons fait effectivement une manifestation, une interview d'ailleurs, sur laquelle effectivement nous intervenons et nous demandons à ce que l'État puisse revoir sa copie quelque part, parce que effectivement, à partir du moment qu'on prend un tel décret, moi je considère que c'est un décret assassin, parce qu'on ne peut pas, excusez-moi, mais on a quand même des enjeux dans le Sud. Et moi, ce matin, j'étais vraiment écœurée, parce que avec tout ce qui était par terre, on ne peut pas me dire que ça s'est limité au Saintes et que la Basse-Terre, le Sud Basse-Terre n'est pas concerné. Il y a un vrai problème. Ce qui est encore d'autant plus incohérent, c'est que la ministre, elle est venue sur place. Soyons sérieux, elle a quand même vu ce qui s'est passé. À la limite, que quelqu'un soit dans ses bureaux, enfermé au gouvernement là-bas, dans sa sphère, je peux comprendre, mais elle est venue sur place. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Est-ce qu'on écoute la ministre de l'Outre-mer? Tout ça, ce sont des réflexions. Alors, la question, elle est là aussi. Ne peut-on pas se dire qu'il y a eu Saint-Martin, Saint-Barthélemy, plus la Guadeloupe, c'est un peu, en termes de financement, c'est un peu la goutte d'eau, sans jeu de mots, qui fait déborder le vase. Alors, je ne sais pas si c'est le vent de plus ou la goutte d'eau de plus, mais en tous les cas, nous avons une réalité. Nous avons aujourd'hui, alors on n'a pas encore évalué de façon précise en finance à combien les choses s'élèveraient, mais quand quand même en 72 heures on reste sans eau, sans électricité, je rappelle qu'il y a encore aujourd'hui des zones qui sont privées d'eau et d'électricité. Tout à fait. C'est quand même pas parce que les alizés étaient légèrement plus forts à cette période-là. Il y a un vrai problème. Donc, moi, je dis que cela nous ramène à nous-mêmes. Et ça nous ramène à nous-mêmes et peut-être à nous poser la question de savoir quels sont les moyens que nous donnons aujourd'hui pour que, sur ces questions-là, nous soyons en position d'réfléchir ou en tous les cas déposer les décisions qui s'imposent, qui sont nécessaires pour notre territoire. Voilà la vraie question. Et la question aussi est de savoir est-ce qu'effectivement le véritable lobbying des assureurs n'a pas été plus fort qu'effectivement. Mais oui, c'est ça, que la prise de conscience de ce qui s'est passé sur le territoire. Il y a une vraie question aussi à ce niveau-là. Le lobbying des assureurs, à aujourd'hui, est-ce que c'est une question à se poser? Est-ce que justement, ça n'a pas été beaucoup plus fort, beaucoup plus écouté que la réalité du terrain. Et là aussi, il y a peut-être un vrai débat à ouvrir. Alors, vous nous faisiez remarquer, Julien Merriot, que c'était un décret, donc c'est un acte réglementaire du gouvernement. Alors, la question que beaucoup se sont posées, parce que les élections sénatoriales, c'était aujourd'hui, à quoi sert le Sénat? C'est vrai que beaucoup de gens se posent cette question. L'éclairage d'abord de Nathalie Dinad, et nous en parlons tout à l'heure avec vous.
Le Sénat examine les projets de loi déposés par le gouvernement et les propositions de loi d'origine parlementaire, au même titre que l'Assemblée nationale. À l'issue d'une première lecture du texte et des débats qui l'accompagnent, il est transmis à l'Assemblée nationale. Le Sénat, souvent sollicité après l'Assemblée nationale, peut être force de proposition, d'enrichissement, notamment via des amendements ou des travaux en commission. Si dès la première lecture, les deux chambres se mettent d'accord sur un texte identique, celui-ci est adopté. Sinon, la procédure redémarre ou alors est abrégée par l'intervention d'une commission mixte paritaire. Cependant, en cas de désaccord entre les deux chambres sur un texte, c'est l'Assemblée nationale élue au suffrage direct qui obtient le dernier mot. Les sénateurs, élus par des élus municipaux, départementaux, régionaux, ont pour mission de défendre les intérêts des territoires, des collectivités. Le Sénat détient néanmoins un pouvoir essentiel en matière de révision constitutionnelle. Là-dessus, aucune des deux assemblées ne peut se prévaloir d'un quelconque dernier mot. Voilà pour ces précisions de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Alors, vous disiez, Julien Merillon, que c'était un texte réglementaire, mais le Sénat est quand même là pour défendre les territoires. C'est ce qui est essentiel. Je crois qu'il faut connaître. Donc, on est en plein dans le thème. Il faut connaître l'histoire du Sénat, et voir comment les choses ont évolué. Le Sénat, c'est une création bonapartienne. Oui. C'est une création de 1802, enfin de l'an 8. Si vous voulez, c'est la réforme du 28 pluviose en 8 qui crée le Sénat et qui était une chambre conservatrice. De Gaulle maintient le Sénat en 1958 précisément pour gouverner parce que l'Assemblée nationale n'est pas sûre. Et donc, compte tenu du fait qu'elle est une chambre conservatrice, il l'utilise pour pouvoir, si vous voulez, contrebalancer le pouvoir de l'Assemblée nationale. Les choses changent à partir de 1962. C'est le grand divorce entre De Gaulle et Monnerville qui va donner lieu, on le sait, à une discorde qui ne sera jamais réglée, finalement, un désaccord entre les deux. Voilà. Depuis, De Gaulle a voulu supprimer le Sénat en 1969. Il faut le savoir. Il a voulu supprimer le Sénat en 1969. Il a échoué. Il n'en reste pas moins que le Sénat, aujourd'hui, représente les collectivités territoriales. Et je crois que la réforme du 28 mars 2003 a conforté cette disposition en prévoyant notamment que toutes les lois concernant les collectivités territoriales doivent être en première lecture vues par le Sénat. Donc, c'est la chambre des collectivités. Ouais. Mais il est aussi de notoriété publique que les textes sont travaillés plus sérieusement au Sénat. Est-ce vrai? Plus sérieusement, je ne sais pas. Par contre, avec beaucoup plus, on peut dire, d'avis du territoire, d'avis de personnes d'expérience. C'est ça qui, à mon avis, c'est là qu'on se situe vraiment la différence. C'est-à-dire, c'est la voix des territoires, c'est la voix des personnes qui sont sur le terrain et qui ont de l'expérience. C'est en ce sens que le Sénat conserve son autorité. Alors, la vraie question qui se pose et que je discerne à travers le propos que vous tenez, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, le bicaméralisme, c'est-à-dire l'existence de deux chambres, ça a du sens. Voilà la vraie question. En réalité, quand on regarde par le monde, si vous voulez, le bicaméralisme a toujours pour fonction de mettre en place on peut dire, des systèmes de modération, faire en sorte qu'il n'y ait pas une assemblée qui s'impose aux autres. Donc, voilà, et qui s'impose à tout le monde. Donc, ça a évité ce que l'on a appelé à l'époque, si vous voulez, le pouvoir des assemblées, le pouvoir de la monarchie parlementaire. Donc, il fallait éviter cela. Mais pour cela, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que le Sénat, malgré tout, est dans une situation d'infériorité par rapport à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il faut le dire. Infériorité parce que, sur les questions budgétaires, il faut que les textes soient votés d'abord par l'Assemblée nationale. Deuxièmement, parce que le Sénat n'a pas la possibilité de mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement. Et infériorité parce que, troisièmement,
en dernière lecture, et ça a été dit dans le reportage, lorsqu'il y a un désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui l'emporte. Donc, de ce point de vue, il y a une certaine infériorité. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Sénat, c'est plus un poids moral. Il y a cette dimension qui est importante, qui est tirée de cette expérience, qui est tirée du fait que, bon, on a affaire à des personnes qui sont du terroir, et cela permet d'avoir cette... Mehdi Keïta. Oui, mais pour compléter, le Sénat a quand même un fort pouvoir, parce que on sait que le président de la République veut réformer la Constitution, il veut réduire le nombre de sénateurs, il veut réduire le nombre de députés, il veut faire une vraie réforme en France de la chose, et il a besoin pour cela des 3/5, la majorité des 3/5, qu'il n'aura pas, puisqu'apparemment, on dirait qu'il est entre 20 et 35. Il va, je pense, essayer de négocier ça, mais tout le monde, il a déjà menacé, entre guillemets, les élus en disant, s'ils ne le font pas, il passera par le référendum pour le faire, et on sait bien que de toute façon, si on dit à la population, on réduit le nombre d'élus, bon, la population votera banco pour tout cela. Donc voilà, donc je pense qu'il a ce poids-là aussi sur les élus. Donc c'est évident que le Sénat aujourd'hui devra jouer et devra jongler avec lui et donner cette voix des territoires pour pouvoir... Alors regardons cette élection sur le plan national maintenant, parce que c'est une élection renouvellement par moitié sur l'ensemble du territoire national, et une défaite pour La République En Marche. C'est une première sanction pour l'action d'Emmanuel Macron ? Je pense qu'effectivement, il faut regarder ça comme ça, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a beau dire, 2 mois après l'élection, je dirais, qui était déjà bien serrée, puisqu'effectivement, on s'est bien aperçu que c'est au 2e tour, on a réussi à se positionner. Enfin, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une victoire pour eux. Et La République En Marche devrait se poser quelques questions. Mais on a bien vu aussi que depuis la rentrée de septembre, il y a beaucoup de gens dans les rues, donc forcément on n'est pas content. Le droit du travail remet en question un certain nombre de garanties pour les salariés. Et est-ce parce qu'ils malmènent les collectivités les collectivités sont très menacées. En réduisant leur les collectivités sont menacées. Moi, je pense sincèrement que le logiciel du président de la République n'est pas le logiciel politique commun de les personnes, classiques. Voilà. Lui, réellement, je pense que pour lui, il mise sur une frange de la population qui considère aujourd'hui qu'on n'est plus une obligation de moyens, mais une obligation de résultats. Et il a ciblé ça avec la population. Donc lui, concrètement parlant, il met les gens devant... Il parle de temps ancien et mais bien anciens. sûr, il met les gens devant le fait accompli. Et concrètement parlant, il dira devant la population, regardez-les, ils sont tous là en train de se protéger parce qu'ils veulent protéger les avantages. Moi, je vous demande de le changer, on fait un référendum. Et il le gagnera. Et ça marchera. Et chaque fois, il va opposer les élus à la population en disant, ce sont des gens qui sont des conservateurs, qui veulent conserver des avantages. Et ça coûte cher. Et ça passera. Donc aujourd'hui, le logiciel, il a complètement changé. Et je pense que plus on continuera dans l'ancien... Enfin, les gens continueront dans ce système-là, le président gardera le pouvoir grâce à ça. Parce qu'il l'opposera, parce que pour lui, c'est une obligation de résultat qui compte aujourd'hui. Et la population le pense aussi. Oui, moi, à la question de savoir est-ce que c'est une défaite ou une victoire pour La République En Marche, il ne pouvait pas gagner. Oui, c'est clair. Au départ, c'est clair. Bon, il ne pouvait pas gagner parce qu'aujourd'hui, La République En Marche n'est pas dans les territoires. Elle n'est pas dans les territoires, elle n'est pas dans les communes, elle n'est pas dans les départements, elle n'est pas dans les régions. Comment gagner une élection sénatoriale quand on n'est pas présent dans ces lieux-là? Donc, à la limite, on peut penser que l'aura ou, je sais pas, du président de la République aurait permis de dépasser un certain nombre de choses, mais la France des notables n'est pas finie. Elle existe encore, cette France. Est-ce qu'on veut dire que les blocs se sont maintenus ce soir par rapport aux législatives à l'élection présidentielle? La France des notables est là, toujours. Il y a eu une réflexion là-dessus. Oui. Donc, juste une seconde. Il y a eu un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, je l'ai vu avec intérêt, où justement on nous montrait qu'effectivement il y avait un conseil municipal qui recevait des candidats. Et qu'est-ce qu'on lui a répondu? Ah oui, c'est vrai qu'il a de bonnes idées, mais il est de La République En Marche. On le lui a dit clairement. Donc ça veut dire que quelque part, au niveau territorial, c'était un handicap. Oui, c'était un handicap indéniable. Bon, on ne peut pas gagner. Mais je partage tout à fait le point de vue de Mehdi Keïta, c'est-à-dire on est aujourd'hui dans un changement fondamental. Les repères classiques et traditionnels doivent être bouleversés. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, Macron ne détermine pas sa marche en avant par rapport à une élection sénatoriale. Il la détermine par rapport à un objectif qui est celui
de transformer fondamentalement. Alors, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, ça c'est un autre problème, mais on n'est pas dans les schémas classiques, dans les schémas traditionnels, et ça, il faut s'habituer à penser autrement. Il faut s'habituer à penser la politique autrement, et il nous invite à penser la politique autrement. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense, de toute façon, le président le savait, il savait que dès la conférence des territoires, le 17 juillet, il a dit aux collectivités, nous allons vous enlever 14 milliards d'euros pour la réduction du déficit public de l'État. Il leur a clairement dit ça. Donc il leur a clairement dit, je vais réduire vos moyens. Donc il savait pertinemment que les gens n'allaient pas venir voter pour lui, puisqu'il allait réduire les moyens. Donc concrètement, le logiciel dans lequel il est, et c'est ce qu'en tout cas moi j'ai essayé de faire comprendre aux gens, c'est qu'il est dans un logiciel où il sera dans un rapport de force permanent avec les gens. Et si ces gens-là pensent que le rapport, ils vont le gagner en faisant des négociations de couloir, ça ne passera pas, parce qu'ils s'appuient sur le peuple qui veut des obligations de résultats. Tout à fait. Alors, moi, il y a quelque chose qui me paraît intéressant et important aujourd'hui à noter, c'est en fait la dualité de l'actuel président de la République sur la question de l'État. En même temps qu'il est dans une posture très libérale où il protège, développe l'initiative privée, mais il est aussi dans une posture très étatiste. Macron, c'est un étatiste. Ah oui, tout à fait. C'est un étatiste, c'est-à-dire que l'autorité, le poids de l'État sont pour lui des éléments essentiels, clés. Et là, à mon avis, il est dans la lignée de ce que j'appelle le bonapartisme, c'est-à-dire s'appuyer directement sur la population en passant par-delà les élus. C'est contraire à ce qu'on disait avant son mandat, qu'il était plutôt royaliste. Oui, non. C'est un bonapartiste. C'est un virage complètement. C'est un bonapartiste. Voilà, alors un mot de conclusion sur parce qu'on va achever là notre édition spéciale, il va être 19h45. Merci d'être avec nous et merci de nous suivre. Alors, qu'est-ce que les élus, l'ensemble des élus qui ont commencé à travailler ensemble, on l'a vu avec les parlementaires, que faut-il faire? Le préfet a annoncé la constitution d'une commission pour tenter d'élargir le périmètre du décret de catastrophe naturelle. Que peut-on faire pour agir, Mehdi Keïta? Déjà, je pense que l'initiative du président de région était bonne, de dire de façon qu'il faut aujourd'hui que les élus locaux participent beaucoup plus à la décision prise lors des catastrophes naturelles. C'est évident que ça, il faut faire le poids. Il faut qu'il fasse tout ce qu'il peut pour pouvoir le faire. Je crains malheureusement que les élus auront beau faire des choses. On est, comme a dit Julien Mérion, avec un président de la République qui a fait une école d'administration et qui considère que c'est l'État qui décide. Et si ça ne marche pas, c'est comme ça que ça se fait. Il va corriger à la marge quand il sentira qu'il y a des petites erreurs. J'espère que le poids de l'ensemble des élus de l'Outre-mer et de la Guadeloupe, en tout cas de la Guadeloupe, va faire que ça changera la donne. Je pense que surtout, pour l'avenir, je pense qu'on doit réellement s'interroger de se dire comment on est responsable de notre pays et comment on fait, vers quoi on va, quoi. Je pense que c'est ça la réalité. Maggie Céline. Bien évidemment qu'il faut que nous puissions nous retrouver, les politiques, autour de cette table et porter aussi, je pense, l'expérience que nous avons sur le terrain. Parce qu'on l'a bien vu qu'effectivement, lorsqu'il y a eu, tout de suite après le cyclone, les grandes assemblées ont été un peu exclues et ça a fait un peu désordre. Donc aujourd'hui, s'il y a l'opportunité de se retrouver pour que justement, avec l'expérience que chacun a, parce que nous avons une expérience de notre terrain, nous avons une expérience des cyclones, donc nous savons comment porter la chose, mais je pense aujourd'hui, le sujet de fond aujourd'hui, c'est l'indemnisation. Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler et surtout obtenir qu'ils puissent revoir ce décret, parce que je considère qu'avec ce décret, c'est l'élimination des planteurs du Sud, c'est l'élimination des personnes qui ont été touchées, et effectivement, ça peut créer un vrai désordre au niveau de l'économie de ce pays. Moi, j'ai des craintes, en tout cas pour demain, si effectivement, ce n'est pas pris en considération. On peut imaginer des manifestations, parce que la rue aussi peut peser. Elle doit peser. Elle doit peser. Bon, de toute façon, il y a un autre problème que personne n'a évoqué ici, c'est la question des calamités agricoles. Bon, le gouvernement y travaille. Bon, on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas. Alors, moi, le problème de fond aujourd'hui, c'est pas l'indemnisation. Enfin, moi, je ne partage pas ce point de vue. Le problème de fond aujourd'hui, pour moi, c'est la question de la domiciliation de la décision politique. Quand allons-nous être acteurs de nos propres décisions relatives à notre territoire? Je dis bien acteurs, c'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement, si vous voulez, des récipiendaires et on attend pour critiquer ou ne pas critiquer.
Quand allons-nous être acteurs? Je serais tenté de dire Un dernier mot, Magui. Je serais Céline. tenté de dire Oui. que le chemin est encore très long. Peut-être. Ouais. Mais encore Mais qu'il va faut-il bien le prendre. falloir, mais Encore qu'il va faut-il bien- le prendre. mais il va bien falloir Pour y long qu'il arriver. soit, il faut le prendre un Merci jour. Magui Cellini, merci Mehdi Keita, merci à vous. Julien Mérion de nous avoir apporté votre éclairage ce soir pour cette édition spéciale, élection sénatoriale. Je vous rappelle que les 3 sénateurs de la Guadeloupe sont Victorin Lurel et également Victoire Jasmin et Dominique Théophile. Voilà pour ce qu'il y avait à savoir ce soir. Rendez-vous demain dans notre édition de 19h avec Barbara Olivier. Passez une bonne soirée. Bonsoir.